Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. Regards littéraires et musicaux. La musique d'une vie, le cas de la petite pomme. Entre une europhilie un peu forcée et une slavophilie discrète. Il est assez curieux de constater, chez un auteur dont l'un des titres les plus marquants est La musique d'une vie, que la musique joue un rôle assez restreint dans son œuvre. Dans le roman que je viens de nommer, on n'apprend rien sur les goûts musicaux ni même le répertoire du pianiste Alexei Berg, rencontré par hasard dans la gare d'une ville anonyme de l'Oural, entre l'Europe et l'Asie. Le premier concert de Berg avait été prévu à Moscou le 24 mai 1941, jour de naissance d'un compositeur allemand, Konrad Böhmer, mais il s'agit là sans doute d'une simple coïncidence, dans la maison de culture de l'usine de roulement à billes, dans une salle aux murs recouverts de photos de machines-outils et dont l'acoustique laissait à désirer, MV 33 à 34, mais nous ne savons rien du programme. L'affiche de ce concert, qui ne devait jamais avoir lieu à cause de la fuite de l'intéressé, portait une image de Tchaïkovski, ce qui laisse supposer qu'elle devait comporter au moins un morceau du célèbre compositeur russe. Le père d'Alexei, auteur dramatique, joue aussi du violon, qu'il est obligé de brûler, mais nous ne savons pas ce qu'il aimait jouer. Quand il songe au concert proche, les pensées d'Alexei semblent aller plus facilement au tango qu'il avait dansé avec Léra, le regard de velours, mentionné 2 fois dans le texte, MV 37, 38, qu'au morceau classique qu'il devait interpréter. Une fois échappé, le soir même du concert, il se représente celui-ci sous une forme silencieuse. C'est comme à travers l'épaisseur du verre qu'il imagina la salle, une scène illuminée, un jeune homme s'avançant vers le piano, MV 60. La carrière militaire d'Alexei ne lui donne pas le loisir de faire de la musique, et quand il en entend, celle des orchestres militaires ou parfois, dans les haltes, la plainte joyeuse d'un accordéon, ne lui fait aucune émotion particulière qui aurait rappelé sa jeunesse de pianiste, MV 76. Ce n'est qu'à Moscou, quand le général auquel Alexei sert de chauffeur l'installe chez lui, qu'il rencontre de nouveau la musique chez la fille du général, Stella. Alors nous apprenons les noms des 3 morceaux auxquels la jeune fille s'attaque. Il s'agit d'une élégie de Rachmaninoff, sans doute la célèbre élégie en mi bémol mineur, l'un des 5 morceaux de fantaisie de 1892 qui furent le premier grand succès de ce compositeur, du Petit soldat de plomb du compositeur français Gabriel Pierné, et de la valse des colombes, sans doute l'opus premier de Johann Strauss le père. Stella n'arrive pas à venir à bout de l'élégie, dont l'exécution ratée marque l'échec de sa grande mise en scène nocturne, MV 107. Alexei, qui connaît évidemment le morceau, laisse échapper un murmure. Il y a un dièse là, qui achève de confondre la jeune fille, MV 106. Par contre, les 2 morceaux européens entraînent une connivence positive et fructueuse de Stella avec son élève adulte dont elle ignore qu'il est musicien. Et c'est la valse des colombes qui permet à Alexei de se redécouvrir comme tel, et en même temps de se débarrasser enfin de ses traumatismes. Il n'avait pas l'impression de jouer. Il avançait à travers une nuit, respirait sa transparence fragile faite d'infinies facettes de glace, de feuilles, de vent. Il ne portait plus aucun mal en lui. Pas de crainte de ce qui allait arriver. Pas d'angoisse ou de remords. La nuit à travers laquelle il avançait disait et ce mal, et cette peur, et l'irrémédiable brisure du passé, mais tout cela était déjà devenu musique et n'existait que par sa beauté. MV 120. On pourrait donc dire qu'au niveau du texte la musique russe est présentée sous un jour négatif, en ce sens qu'elle est soit absente, Tchaïkovski, soit carrément supprimée, le violon le concert, soit assourdie, comme à travers l'épaisseur du verre, soit perçue comme trop difficile, Rachmaninoff. La seule musique positive et efficace serait la musique européenne. Mais ce bilan est bien trop schématique, et j'espère montrer que si la musique russe ne joue pas un rôle de premier plan chez Makin, c'est parce qu'elle représente une charge émotionnelle assez complexe, avec des aspects positifs et des aspects négatifs. Il est plus facile à notre auteur de privilégier la musique européenne, malgré la relative banalité des exemples qu'il prend, que de chercher à démêler ces différents aspects. Ne peut-on pas discerner toutefois, derrière l'écran d'une europhilie un peu forcée, une slavophilie discrète, critique mais authentique? Petite pomme? Je vais prendre comme point de départ un passage qui n'a apparemment rien à voir avec la musique. Il s'agit du début du Testament français. L'auteur y évoque le beau sourire des femmes dans les albums de photos de la famille,
sourire dont le mystère s'expliquerait par l'expression française petite pomme, prononcée juste avant le déclic de l'appareil et qui donnait à la bouche ce gracieux arrondi. Le visage tout entier en demeurait transfiguré. Les sourcils s'arquaient légèrement, l'ovale des joues s'allongeait. On disait petite pomme, et l'ombre d'une douceur lointaine et rêveuse voilait le regard, affinait les traits, laissait planer sur le cliché la lumière tamisée des jours anciens. TF 15-16. On nous dit que c'est la grand-mère française, Charlotte, qui avait appris aux autres le mot qui rendait belle. Et toutes les femmes de la famille, y compris une parente moscovite, Glacha, la paysanne, et tout un essaim de jeunes cousines, s'en étaient servies. TF 16-17. À la fin du roman, nous apprenons que Charlotte n'était pas en fait la grand-mère du narrateur, mais qu'elle avait soigné les derniers jours de la jeune Russe qui était sa véritable mère. Et dans la photo de cette Maria Stepanovna Dolina, prise près de la clôture du camp de femmes où elle avait été internée, on voyait le même léger sourire apparu grâce à la formule magique de Charlotte, petite pomme. TF 342. Ainsi le roman commence et finit sur cette expression surprenante. Elle est tout à fait justifiée par le contexte, et il est bien possible qu'elle ait été employée par des Français et même des Russes dans les conditions décrites. Si je ne l'ai jamais entendue moi-même, je sais par ma mère qu'en Angleterre dans les années 20 et 30 on disait peaches and cream, pour une photo, expression qui ressemble assez par ses consonances à petite pomme, et qui est tellement plus jolie que l'horrible cheese de nos jours. Mais est-ce que l'explication donnée par Mackin nous satisfait pleinement ? Que signifie vraiment pour lui cette expression petite pomme ? Pour un Russe, il est impossible de dire petite pomme sans penser à l'équivalent russe Yablotchko. Et du moment qu'on dit Yablotchko, toute une culture revient en mémoire. C'est ce qui arrive dans le premier roman de Mackin, la fille d'un héros de l'Union soviétique. L'ancien combattant Ivan vient de perdre sa femme, et la conduite de sa fille Olia le déçoit profondément. Au début des années 80, quand Gorbatchev commence à démanteler le système soviétique, Ivan va boire avec ses camarades. Pendant qu'ils évoquent le souvenir de Staline présidant le défilé de la Place Rouge en novembre 1941 malgré la menace allemande, Ivan, lui, revoit une cour de campagne au moment de la bataille de Stalingrad l'année suivante. On les a parqués là et gardés dans le vent glacé, plusieurs heures. On a aussi amené sur de grandes télegs des gars de la campagne, mal dégrossis, aux vestes voitées, aux chapkas ébouriffés, aux valenki avachis. Personne ne sait ce qui va arriver. Si on va les envoyer tout de suite en première ligne ou si on va les laisser là, les nourrir ou les fourrer à la caserne, sur les bas-flancs. Et le bleu du ciel bas d'hiver se durcit lentement. Le crépuscule descend. Il neige et ils sont toujours debout, plongés dans un engourdissement ensommeillé et silencieux. Et soudain, quelque part du côté des télegs, dans un cri strident rugit la garmochka. C'est un gars de la campagne qui joue, avec une crinière de boucles dorées pas encore tondue, sans chapeau, une veste de mouton usée déboutonnée. Il joue Yablotchko, il joue avec une passion désespérée en tirant furieusement sur sa garmochka. Son regard aveugle se perd au loin, quelque part au-dessus des têtes. Au milieu des soldats qui l'entourent, un marin danse avec la même passion désespérée, frappant violemment des talons la terre glacée. L'accordéoniste joue de plus en plus vite en se mordant les lèvres et en secouant la tête avec frénésie. Et le marin frappe la terre de plus en plus fort. Les soldats envoûtés regardent son visage défiguré par la souffrance bienheureuse. Ils ne savent plus où ils sont, ils ne pensent plus à la nourriture, ni au sommeil, ni au front. L'officier qui s'est approché pour mettre fin à cette gaieté par un grand coup de gueule s'arrête et regarde en silence. Soudain, tout à fait clairement, comme chez celui qui n'a rien bu, résonne dans la tête d'Ivan une question. Mais où est-ce qu'il peut bien être maintenant, ce petit marin ? Et cet accordéoniste frisé ? Et tout à coup de la pitié pour eux le saisit. FH 113 à 114. Yablotchko. Qu'est-ce que c'est que cette mélodie et qu'est-ce qu'elle signifie ? Il s'agit d'une chanson populaire qui prend la forme d'une tchatouchka, c'est-à-dire un quatrain de vers assez court, 7 ou 8 syllabes, et dont le dernier vers rime avec le deuxième. Selon le dictionnaire de Polia et Mechlink, la tchatouchka est un couplet populaire, lyrique ou satirique, sur un thème musical folklorique et comportant le plus souvent une grande part d'improvisation. Ces chansonnettes se prêtent aisément à l'usage satirique, car au premier couplet très conventionnel répond un deuxième couplet où l'effet de surprise est souvent très important,
soit par les sentiments exprimés, soit par la logique absurde, soit par la rime inattendue. Le poète Maïakovski insiste sur ce dernier aspect dans son traité de 1926, Comment faire les vers. Il est d'ailleurs facile de changer le sens d'une tchatouchka en changeant un ou plusieurs mots. Voici un exemple du temps de la guerre civile, donné par Isaac Babel dans sa pièce de théâtre Maria, 1935. Première version. Le vapeur avance en faisant tourbillonner l'eau. Que donnerons-nous à manger aux poissons? Les volontaires, les blancs, Dobrovoltsami. Deuxième version. Le vapeur avance, dépasse le bassin. Que donnerons-nous à manger aux poissons? Les communistes, les rouges, Komunistami. Dans le cas de Yablotchko, le premier couplet est souvent ceci. Et petite pomme, jusqu'où vas-tu rouler? Et Yablotchko, kuda kotishia? Le deuxième, qui à l'origine devait être quelque chose d'assez anodin comme Donne-moi en mariage papa, ou ça me chante, mais aussi si tu entres dans ma bouche tu n'en sortiras pas, se prête à des adaptations comme Si la Tchéka, la police politique t'attrape, tu ne reviendras pas, mais on trouve également Nous vivons très bien sous le régime soviétique. Cette chanson, qui dans sa forme primitive devait appartenir à la tradition folklorique de l'Ukraine, avec peut-être des antécédents en Roumanie ou en Hongrie. Il y a une chanson magyare arrangée par Kodali, Petite pomme tomba dans la boue, qui appartient vraisemblablement à cette tradition, fait son apparition pendant la Première Guerre mondiale, avec des paroles qui soutiennent d'abord la participation de la Russie et qui ensuite attaquent les Allemands et les Autrichiens. Elle se retrouve tout de suite après la Révolution de 1917, dans les milieux contestataires des chantiers navals de Rostov et d'Odessa. Ivan Bounine, prix Nobel 1933, raconte dans Jour maudit 1925, les obsèques d'un soldat de l'armée rouge à Odessa en avril 1919, où on chantait Yablotchko avec un accompagnement d'harmonica. Le compositeur Vladimir Devov se souvient de l'avoir entendu en 1919 également, chanté par des individus brutalisés, armés jusqu'aux dents, et d'avoir été frappé par sa force cachée de mélancolie et d'audacité brutale. Toujours à la recherche de sujets et de tonalités modernes, il composa un morceau pour piano intitulé Raï, qui imite les bruits du chemin de fer. Devov incorpora Yablotchko dans son ballet-spectacle, Le tourbillon rouge de 1924, créé au théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg par Fyodor Lopoukov, dont une des premières réussites avait été L'Oiseau de feu de Stravinsky en 1921. Par la suite, c'est Reinhold Glier, ukrainien de naissance, qui transforma la mélodie de Yablotchko pour en faire la célèbre danse des matelots de son ballet Le Pavot rouge, le grand succès de l'année 1927 au théâtre Bolchoï de Moscou. Entre-temps, la chanson avait gagné le cinéma, donnant son nom au film muet Yablotchko et Petite pomme de Léonid Obolensky et Mikhaïl Doller en 1926, film qui se passe à Odessa en 1918 pendant l'intervention étrangère et se poursuit en Ukraine pendant la guerre civile. Yablotchko avait également fait son entrée dans la poésie sérieuse en 1924, étant cité dans une version plutôt anodine dans un poème de Vsevolod Rozdostvenski. Malgré sa tendance contestataire, ou peut-être en partie à cause de cela, les jeunes pionniers aimaient beaucoup Yablotchko et la danse qui l'accompagnait, comme en témoigne un rapport de 1933. C'est d'ailleurs autant la musique et la danse que les paroles qui séduisent les gens, surtout depuis Le Pavot rouge. La mélodie, légèrement syncopée, est assez simple, mais se prête facilement à l'élaboration. Quand on ajoute un tempo de plus en plus rapide, l'émotion est à son comble. Et voilà sans doute la valeur de ce souvenir de 1942, où l'accordéoniste joue de plus en plus vite, et le marin frappe la terre de plus en plus fort, jusqu'à ne plus penser à rien. Devov parlait déjà de la force brutale du chant seul, et si on y ajoute celle de la danse rapide et énergique, on comprend que cela fasse un cocktail très puissant, apte à provoquer une sorte d'ivresse. On se rappelle la démarche des jeunes pionniers dans Confession d'un porte-drapeau déchu, qui s'étant laissés une première fois entraîner par leurs tambours et leurs clairons en l'honneur du drapeau rouge et de leur avancée irrésistible vers l'horizon radieux, CPD 102, récidive depuis le réduit où ils ont été enfermés, au nom de leur maison et de leur famille, enfin de la vie tout court. Je soufflais comme je n'avais jamais soufflé de ma vie. Le clairon ne sonnait plus, il hurlait, vociférait, fondait en sanglots. Le tambour se transforma en un tam-tam aux vibrations graves, funèbres. Son battement avait une puissance perforante,
un rythme qui une fois entendu ne vous lâche plus. CPD 115. Qu'ils aient joué Jablotchko ou non, ces deux adolescents ont découvert à ce moment-là que la musique révolutionnaire pouvait servir à exprimer en même temps deux sortes de patriotisme, celui de l'État et celui de la terre, celui de l'organisme et celui de la vie individuelle profonde. Il est vrai qu'ils devaient cette découverte en partie à l'intervention momentanée d'une musique lointaine, le slow venu du bout du monde, CPD 111, interprété par le saxophone et qui fait écho à la chanson entendue auparavant chez le voisin, Quand je suis parti à la Havane. CPD 53. D'une mélodie de la terre vers une musique de l'éternité. Cette polyvalence de la musique, ou du moins de la musique révolutionnaire, ne la rachète pas plus pour le narrateur de confession d'un porte-drapeau déchu que pour celui de la musique d'une vie. Les deux préfèrent pendant longtemps la musique silencieuse, par exemple celle de la plaine à la fin de Confession, interprétée par les deux pères qui fauchent l'herbe, l'un tenant la faux et porté par l'autre dans ses bras croisés sur son ventre, CPD 157. Le narrateur rappelle à son ami lointain, ce duo de murmures cuivrés et de battements sous la caresse des doigts, CPD 159. On se demande si la musique pour Makin n'appartient pas plutôt au domaine de l'imaginaire. Mais si la musique est à peine perceptible, elle n'est pas tout à fait muette. Cette dernière scène du roman est la réalisation du souhait exprimé 100 pages plus haut par le père du narrateur, Piotr, qui était vraiment un homme de la terre, CPD 57, et regrettait l'obligation de se faire cordonnier. On nous dit qu'il aimait citer ce vieux dicton. Fauche ma faux dans le pré. Tant que brille la rosée, quand elle séchera, on s'en ira. CPD 58. Così cosa poca rosa, rosa doloi mai domois. Littéralement, fauche, faux, tant que dure la rosée tombera et nous rentrerons, donc rien ne sert de couper le blé quand l'heure de la moisson est passée. Le dicton n'est pas chanté, mais il a une forme très musicale, qui n'est pas sans rappeler celle de la tchatouchka. Il est tentant de conclure que la musique profonde de la sagesse populaire russe représente dans les romans d'Andreï Makin un espoir positif, là où la musique officielle est encore trop encombrée de couches de signification devenues inacceptables. Notons en passant que la structure de confession d'un porte-drapeau déchu, avec le dicton qui apparaît assez tôt et trouve son vrai sens à la dernière page, est reprise de manière encore plus convaincante dans le Testament français, où le mystère de la petite pomme des albums de photos du début est expliqué par la révélation de la mère à la fin. Dans les deux cas, nous avons vu qu'il est possible de discerner la présence d'une musique traditionnelle très discrète, porteuse d'espoir. Mais il y a plus. Dans les deux cas, il y a une allusion à la moisson. Le fauchage, c'est soit pour les foins, soit pour la moisson des céréales. Quant aux pommes, elles sont cueillies et bénies le jour de la Transfiguration, le 6 août ou le 19 selon le nouveau calendrier, fête du second sauveur et de la moisson, surtout celle des fruits. La petite pomme, Jablotchko, n'indique-t-elle pas chez Makin la source de tout vrai espoir? La pomme qui est bénie à la fête du second sauveur représente la transformation de toute chose à l'avenir, quand il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Alors nous pourrons tous arborer ce léger sourire, apparu grâce à la formule magique de Charlotte, Petite Pomme, TF 342, en écoutant la musique de l'éternité. Toby Garfitt. Université d'Oxford. Note. Les références, dans l'ordre suivi dans le texte, renvoient à l'édition Seuil pour la musique d'une vie, et à l'édition Folio pour le Testament français, la fille d'un héros de l'Union soviétique et confession d'un porte-drapeau déchu. Je tiens à remercier Jennifer Ben, Svetlana Bobkova, Philippe Bullock, Julian Fürst, Nick Earn, Katriona Kelly et Isali Zemchowski de l'aide précieuse qu'ils ont apportée à la réalisation de ce projet. Jacques Dorme, héros de notre temps. Une classe de littérature russe. Au milieu du roman La Terre et le ciel de Jacques Dorme se trouve un épisode qui a lieu à l'orphelinat, dans la classe de littérature, JD 62. L'enseignante déclame de façon peu passionnante un poème de Mikhaïl Lermontov, Vozdushny Korabel, le navire flottant, la légende du Hollandais volant. L'auteur décrit le contenu du poème en détail. Je rappelle seulement que sur le pont du navire se tient Napoléon, ressorti de sa tombe comme chaque année à l'anniversaire de sa mort, qui revient en France. À son arrivée, il lance un appel puissant qui résonne jusqu'au plus profond du pays.
Point de réponse. Il appelle ses soldats, ses maréchaux, mais personne ne vient à lui. Enfin il appelle son fils, il entend le silence mortuaire du vide. Puisqu'il est revenant, l'aube le force à rentrer chez lui. Le Hollandais le porte vers son île lointaine, JD 63. Les élèves de la classe viennent de passer sous leur table un portrait de Napoléon, défiguré de façon obscène et tout à fait typique des pratiques de la jeunesse jusqu'à nos jours. Pour les autres élèves, la lecture du poème ne sert probablement qu'à raccourcir la leçon de quelques minutes précieuses. Pour notre auteur pourtant, c'est un moment de révélation, un moment central et essentiel dans l'histoire de Jacques d'Orme. Le narrateur dit « Je n'avais jamais éprouvé auparavant une telle liberté face au réel », JD 63. Soudain, toutes les choses physiques qui l'entourent, la classe, les citations de Lénine et du dernier congrès du Parti communiste affichées au mur, le bâtiment de l'usine d'en face, tout cela devient insignifiant, irréel. Pour lui, le réel à ce moment-là, c'est Napoléon sur le pont du Hollandais volant. Et pourquoi ? Parce que pour lui, le fond de ce poème de Lermontov n'est pas le même que pour les autres élèves. Il ne s'agit pas simplement du portrait défiguré, qui l'amuse, lui aussi puisqu'il est un jeune écolier comme les autres, mais plutôt de quelque chose de plus profond et de plus large qu'il est en train d'établir. Un fond qui trouve son origine dans ce que nous pouvons appeler le sol de l'identité française dont l'idée a déjà pris forme en lui, grâce à sa vieille protectrice Alexandra. Sur ce fond, sur cette fondation... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.